Et si ce qu'on prenait pour un repas sain n'était qu'une illusion ? Dans cet épisode, on plonge au cœur de nos habitudes alimentaires en compagnie des coachs bodybuilders Aymeric et Marie. Je peux pas non plus te dire, tous les jours, je vais avoir un petit grignotage, 2-3 restos dans la semaine, 2-3 verres d'alcool dans la semaine. Impossible. On explore leurs effets sur notre santé avec la naturopathe Marion Kaplan. Le problème, c'est que ces glucides étant complètement silencieux quand ils font leurs dégâts, eh bien, tu te retrouves à 50 ans, 60 ans, diabétique. Puis, on découvre des pistes concrètes pour retrouver un équilibre sans sacrifier le plaisir grâce à la coach en nutrition Bérangère Philippe. C'est pas se dire j'enlève des choses, c'est que je remplace par des choses qui sont mieux, qui vont mieux me rassasier. Avons-nous tous un vrai problème avec le sucre ? Les glucides sont-ils vraiment nos ennemis ? Comment adapter notre alimentation pour allier saveur et vitalité ? Avant de répondre à ces questions, prends quelques secondes pour t'abonner et mettre un like à cet épisode. Ça nous aide énormément. Prêt à changer ton regard sur la nutrition ? C'est parti ! Bonne écoute ! Alors, aux yeux du monde... On mangeait très bien. Ouais, aux yeux du monde, on était là-haut. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'étiquette à Aymeric, un corps sain, dans un esprit sain, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas. Non, et en au vrai, final... on mangeait bien, tu sais, on mangeait des petits déjeuners équilibrés, on mangeait des repas équilibrés. C'est juste que, en fait, je pense, c'est les à côté qui ont fait que aussi, là. Tu veux dire qu'avant de commencer avec la compétition, vous aviez cette réputation d'être hyper sain, de manger super bien, mais vous le voyez pas forcément dans vos résultats ? Oui, exact. Exact. Moi, j'étais très frustré avant la compétition. Je pense que toutes mes années d'entraînement, j'ai toujours été frustré parce que, effectivement, je me suis toujours entraîné 4 à 5 fois semaine. Okay. J'ai toujours suivi un plan alimentaire strict, etc. Finalement, pas assez strictement par rapport à ce que j'ai pu découvrir de la compé. Et j'ai toujours... j'ai eu des résultats, etc., mais jamais à la hauteur de ce que je voulais, ou en tout cas jamais à la hauteur des efforts que je fournissais. Donc moi, je suis parti dans la compétition en me disant, ça va, en vrai, oui, ça va être dur, etc., mais j'ai déjà des prérequis, je sais déjà suivre une diète, etc. Et au final, je me suis pris une violente claque dans la face dès les débuts, parce que j'ai pris réalisation que, en fait, je suis super loin de ce qu'il fallait faire. Ouais, en fait, on était très loin des standards, mais on s'en rendait pas compte parce que on mangeait quand même bien. Bien, oui, genre t'avais tes légumes, tes protéines, tes glucides, puis tu disais, OK, mon assiette, elle est complète. C'est ça. Puis auprès de tout le monde, encore une fois, entourage, élèves, tout le monde, on passait pour des gens qui presque étaient déjà des compétiteurs, alors que pas du tout. Ouais. Et alors, justement, je suis curieuse, qu'est-ce que t'as découvert ? C'était quoi qu'il fallait faire que tu faisais pas ? Comme a dit Marine, les à côté. C'est vrai que socialement, on a tout le temps plein d'invitations, des amis, des restos, etc. Et finalement, en fait, tu peux pas te permettre, si tu veux arriver à la shape d'une compétition, pas te dire j'ai 2 restos par semaine, j'ai un petit apéro, tiens là avec mon petit café je prends juste un petit macaron ou un petit truc histoire d'accompagner. Tout ça c'est mort, tu peux plus faire ça. C'est-à-dire c'est juste petit déj, dîner avec les collations. Et c'est juste genre un cheat dans la semaine, c'est tout. Puis moi j'étais pas mal monsieur si je mets un tout petit peu de fromage sur mes pâtes ça va, c'est rien. Tiens si je mange un tout petit gâteau tout seul, c'est rien. Et c'est l'accumulation de tout qui fait que c'est trop. Et ça, on parle vraiment juste de la compétition ou c'est quelque chose aussi que vous revoyez avec vos élèves qui n'ont pas forcément envie d'être en compétition ou de faire une compétition de bodybuilding, mais qui ont du mal à avoir des résultats? C'est sûr que nous, le niveau sur lequel on est allé, c'est un niveau de compétition. Et niveau de compétition, c'est une shape qui n'est pas tenable dans le temps, de toute manière. Donc, partant de là, moi, c'est toujours une question d'attente. C'est sûr qu'un élève me dit, je veux juste retrouver un poids santé, un physique santé dans lequel je me trouve bien, je me trouve quand même esthétique, etc. T'as pas besoin de suivre d'aller aussi loin une diète de compétiteur pour faire ça. De toute manière, il faut que le process par lequel tu passes, il soit durable dans le temps de toute manière. Et un process de compétition, tu peux pas. C'est trop restrictif. Mais par contre, c'est sûr que ça nous a aussi fait réaliser que même avec nos élèves, faut quand même surveiller tous les petits à côté. C'est ça. Parce que, en fait, je te dirais que 9 fois sur 10, c'est à cause de ça. Oui, et c'est sûr que, par contre, même les élèves, donc nous, 95% de nos élèves veulent simplement retrouver un corps en santé, se sentir bien, avoir un bon physique, etc.
même si c'est ça ton attente, tu peux pas non plus te dire, tous les jours, je vais avoir un petit grignotage, c'est ça. 2-3 restos dans la semaine, 2-3 verres d'alcool dans la semaine. Impossible. Ça fonctionne pas. C'est qu'en fait, il faut malheureusement, réaligner les attentes avec la réalité. Et ça, c'est pas nous qui fixons les règles, c'est Mère Nature, c'est des maths. Mais alors ça, c'est difficile, je pense. Enfin, c'est quelque chose que vous voyez dans vos coachings, j'imagine. Le côté, par exemple, quelqu'un qui veut pas justement perdre sa vie sociale, entre guillemets, continuer d'avoir une vie, mais qui a quand même des objectifs à atteindre. Vous, d'autant plus, vous l'avez vécu On l'a fait. fois 1000. Oh, Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Mais en fait, c'est vraiment, au niveau du mindset, c'est changer la façon de voir les choses et potentiellement aussi être bien entouré. Parce que tu vois, c'est que si tu as beaucoup de sorties sociales, c'est de dire à tes amis, moi, je vais manger mon repas habituel, par exemple. Toi, il n'y a pas de problème à ce que tu aies ton repas plus santé. Arrêter aussi à chaque fois que on voit du monde, tout ce qui est alcool, dessert, tu vois, en fait, ça, c'est supprimé. Mais... Puis après, ça empêche vraiment pas de voir le monde parce que nous, on l'a fait là jusqu'à la fin. Jusqu'à vraiment être rendu sur le stage et les amis, tu vois, genre ils nous disaient tout le temps, mais non, mais venez, on vous cuisine votre diète. Tu vois, quand on achetait des repas, par exemple, s'ils voulaient manger des poulets, eux, ils se prenaient des poulets marinés, puis nous, ils nous achetaient les poulets nature. Donc franchement, on a été hyper bien entourés et ça a rendu la chose plus facile aussi pour nous, tu vois. L'environnement est ultra important. Et c'est ça, ouais. Mais et aussi... donc même pour les élèves, c'est la même chose en fait. Être bien entouré, ne pas hésiter à dire à ses amis, voilà, moi, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est de me sentir mieux dans mon corps et ça passe par changer mon alimentation. Et c'est pas genre, à chaque fois que je vais venir me dire, oh, mais ça va, tu peux te faire plaisir pour une fois. Mais en fait, c'est toujours ces trucs-là, c'est toujours pour une fois, qui fait qu'en fait, on n'y arrive jamais, malheureusement. Et que voilà, en tant qu'ami, c'est de soutenir justement ton ami en disant, mais je comprends 100%, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Écoute, on va faire ça. Puis c'est ça qui va aider la personne. La plus grosse réalisation, moi, que j'ai eue, c'est qu'on en a perdu. C'est quoi le but à la base de la nourriture? C'est de nourrir. En fait, c'est juste de donner de l'énergie au corps pour faire toutes ces fonctions biochimiques, puis physiques également. Et en fin de compte, on en est arrivé là sur les 50 dernières années à définir que la nourriture, c'est le plaisir. On est bien au-delà de juste se nourrir. On est clairement dans le fait de se faire plaisir. Donc maintenant, le problème, c'est que pour les gens, c'est la norme. C'est-à-dire que manger sans que ça procure du plaisir, c'est une aberration totale. Et c'est là où ça devient difficile parce que les gens... Et c'est normal, c'est pas qu'une question d'habitude, c'est une question qu'après, c'est le cerveau qui réclame. Qui réclame la dose de sucre, qui réclame la dopamine que ça génère de manger quelque chose de plaisant parce qu'il s'y est habitué. Mais de demander à un être humain qui a pris cette habitude du jour au lendemain de couper, le niveau de frustration, il est colossal. Mais la personne qui veut vraiment atteindre un physique athlétique, pas compétition, on en est encore loin, juste athlétique, c'est un physique avec un niveau de body fat santé, avec une masse musculaire convenable pour bien vieillir, etc. Il faut revoir son mode de vie alimentaire et arrêter d'être dans l'alimentation du plaisir, de l'opulence, parce que c'est juste la société d'aujourd'hui qui nous permet de manger en illimité tel qu'on le souhaite. Bien sûr. Les gens qui disent ouais, mais bon, manger ton bout de viande, ton riz et tes légumes à tous les jours, ça donne pas envie. Mais tu sais, à la base de l'alimentation, tu reviens juste 100 ans en arrière, pas plus loin. C'était comme ça que les gens mangeaient. C'était ça, une assiette. Elle me fait rire, la phrase « tu veux pas manger normalement ?» Ça fait de 1950 jusqu'à ce que l'homme est homme, on a mangé d'une certaine manière. Ça fait 70 ans qu'on a changé la manière de manger, c'est tout. C'est quoi en fait l'impact des glucides? En quoi c'est pas forcément... Il faut comprendre que toi comme moi, on vit encore dans un corps paléolithique. Nous sommes encore des chasseurs-cueilleurs sur ce plan-là. Nous n'avons pas changé. Nous avons toujours dans notre organisme un taux de glucose dans le sang qui est équivalent à une cuillère à café. D'accord? C'est-à-dire à peu près 5 grammes. Ce glucose, il circule en permanence. Parce que ton cerveau utilise 20% de glucose à peu près, et c'est l'énergie la plus facile pour le cerveau à accaparer. Toutes nos cellules ont des récepteurs à l'insuline. C'est quoi l'insuline? C'est celle qui fait le ménage, qui veille à ce que tu n'aies pas trop de glucose dans le sang,
Parce que si tu en as trop, tu vas mourir. Mais si tu n'en as pas assez, tu vas mourir aussi. D'accord? Donc, il faut que tu aies un taux de glucose permanent. Mais quand tu vas manger une pizza avec un dessert, que tu vas boire une boisson sucrée, là, tu peux passer à 200 grammes de glucides, tout d'un coup. Donc, 200 grammes de glucides dans ton sang, qu'est-ce que ça va faire? Comme le sucre est considéré comme un poison, il faut absolument soit qu'il soit brûlé. Donc, si tu vas vite courir pendant des heures pour éliminer ce sucre, pourquoi pas? Et donc, ton trop de sucre, il faut que l'insuline, elle est là pour dire, oula, je vais faire baisser le taux en le faisant rentrer dans les cellules. Et si les cellules sont pleines, je vais en mettre de côté dans le foie et dans les muscles. Parce que normalement, même si tu as fait un repas sucré et que tu sautes le repas du soir ou du matin, ton corps a le temps de vider son trop-plein de sucre et à ce moment-là, il va retrouver un équilibre. Mais à faire ça année après année, c'est pas tout de suite que ça se fait. Tu deviens résistant à l'insuline parce que les valises sont pleines, j'ai plus de place, j'en veux pas de ton sucre, donc je le mets dans les graisses, je grossis. On a un corps qui sait tout faire. Mais aujourd'hui, on l'a tellement envahi de glucides sous forme de fruits, parce que souviens-toi, à l'époque du Paléolithique, les fruits, c'était à une saison. C'est-à-dire en fin d'été, début d'automne, tu avais des fruits. Et ces fruits étant riches en fructose, le fructose n'entraîne pas de satiété, et c'est le goût sucré, le fructose. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une appétence au goût sucré et que ça n'entraîne pas de satiété? C'est parce qu'il fallait absolument prendre du gras pour l'hiver. Parce que l'hiver, il y avait parfois rien à bouffer ou pas grand-chose. Donc, faire des réserves de graisse était vital. Donc, c'est pour ça que c'est l'endroit, la graisse, où on peut au maximum mettre des valises de calories avec un encombrement minimum. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors qu'1 gramme de glucides, c'est 4. Donc, c'est pas un hasard si la nature a fait que les graisses ont plus de réserves d'énergie que le sucre. Parce qu'elles sont là, au cas où, tac, tes corps cétoniques, ils tapent quoi? Dans le gras. Pour ça que beaucoup de gens, quand ils arrêtent de bouffer trop de glucides, ce qui a été mon cas, ils perdent du gras. Donc, il ne s'agit pas de mettre les gens en régime cétogène. Le régime cétogène, on le met que quand on est en surpoids, quand on est obèse, quand on est diabétique, quand on a une maladie à régler. En revanche, quand on est en bonne santé, on va dire aux gens, écoutez, maintenant, on a des boussoles. Ces boussoles, c'est soit des capteurs que tu mets sur ton bras, soit tu te piques pour voir quel est ton glucose le matin. Ensuite, tu vas voir après ton repas à combien tu montes et tu peux te faire une moyenne et voir si tu réagis bien et si ton insuline fait bien le boulot et si tu es assez sensible. On a ces marqueurs qu'on n'avait pas avant. Le problème, c'est que ces glucides étant complètement silencieux quand ils font leurs dégâts, eh bien, tu te retrouves à 50 ans, 60 ans, diabétique, diabète type 3, c'est-à-dire Alzheimer, quand t'as pas eu des stents ou que t'as pas fait un arrêt cardiaque ou t'as les artères bouchées ou que t'as pas fait un AVC. Parce que c'est ça le cocktail des maladies ou alors que tu as des syndromes des ovaires polykystiques, qui est un énorme problème chez les femmes. Moi, j'avais des kystes à 30 ans que je n'ai plus parce que j'ai changé d'alimentation. Tout simplement, en changeant ton métabolisme, les kystes s'en vont. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être il y a certaines personnes qui vont écouter, ils vont se dire « Ouais, mais moi, si j'ai pas ma glace le soir, je me vois pas le remplacer par du yaourt avec du fruit. Et genre, ça va, je sais pas à quel point ça va me combler mon besoin de sucre. Comment ça se passe justement la transition ?» Alors, après, tout dépend d'où tu pars. J'avais tendance à surtout craquer le soir. Tu vois, prendre biscuits, chocolat au lait le soir, donc le truc pas terrible. Et midi, j'arrivais à gérer, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais plus sur mon travail, moi c'était plus le soir. Donc c'est vrai qu'après, je me suis dit, déjà il faut que je mange suffisamment, parce que le soir j'avais tendance aussi à prendre la petite salade, donc forcément après tu te trouves sur le sucré. Ouais. Donc déjà manger quelque chose qui va être rassasiant avec un petit peu de protéines, peut-être moins le soir que le midi, mais un petit peu quand même. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre les féculents le soir comme les légumineuses. Parce que du coup, t'as pas besoin de rajouter vraiment de protéines, parce que ça en contient déjà.
ça cale bien. Tu rajoutes aussi toujours pas mal de légumes pour aller avec. Tes petites épices, tes herbes, un peu d'huile d'olive, tu vois, ou même d'huile de sésame pour donner un petit peu de goût. Enfin voilà, un truc un peu sympa. Et ensuite, déjà, t'arrives au dessert. Bah, comme t'as mangé ça avant, t'as quand même moins faim. Mais j'aime bien quand même terminer par une petite note sucrée. Donc en fait, t'as plusieurs solutions. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'attendre un quart d'heure, 20 minutes avant de prendre ton dessert. Donc pendant ça là, tu ranges un peu ta cuisine, etc. Parce que c'est le temps que le cerveau il reçoit l'information en fait que bah ton estomac il est plein. C'est juste ça. Moi au départ j'étais là, hop, je laissais toute ma cuisine en bazar. Tu vois, je mangeais mon plat et après j'allais nettoyer. Et ensuite je me suis dit bon là, est-ce que j'ai vraiment faim? Et souvent oui, j'avais encore un petit peu faim, mais du coup moins que si j'avais consommé tout de suite mon dessert, tu vois. Et donc là je me suis dit je vais prendre des oléagineux. Donc les amandes, des noix de pécan, enfin ce qu'on veut, parce que ça je savais que ça rassaisit vite. J'aimais bien en goût et puis ben c'est plutôt sain pour la santé. Après évidemment faut pas faire le paquet entier parce que c'est très gras évidemment. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de me dire allez j'en prends maximum 7-8 tu vois, le soir. Et au départ j'ai pas cherché à vouloir perdre du poids, j'ai juste cherché à changer mes habitudes. Alors des fois je prenais juste 5 noix et puis avec j'accompagnais d'un carré de chocolat. Et en fait le carré de chocolat ce que j'ai fait c'est que je suis passée du chocolat au lait au chocolat noir, mais je l'ai fait là aussi en douceur. Parce que forcément, quand t'aimes le chocolat au lait, le chocolat à 70-80%, t'aimes pas. Hein. C'est violent. C'est vraiment violent, l'amertume. Donc là, bah, forcément, tu vas par étapes. Et petit à petit, je me suis fait plein de plaques de chocolat dans les magasins. Et en fait, c'est vrai que t'as des variétés très différentes de la provenance du cacao. Il fait que derrière, il y a des chocolats qui sont très amers et d'autres beaucoup moins. Et tu vois, il y en a certains, j'arrive pas, même encore maintenant, j'arrive pas à les manger parce que je trouve beaucoup trop amers. Il y en a d'autres que j'apprécie vraiment et je suis montée à 85-90%, tu vois, de cacao. Ouais. 100%, j'ai essayé mais non, ça passe pas. J'adore le chocolat noir moi aussi, j'y vais aussi souvent à 80-85%, mais pareil le 100% il est hardcore. Oui, c'est un peu hard. Je pense que, et puis tu l'as dit, c'est vraiment le fait d'y aller progressivement, surtout avec le sucre, parce que comme tu dis, il y en a partout, il y a des tentations partout, c'est compliqué. Et genre, si on décide du jour au lendemain de dire « Ok, j'en prends plus » et je switch complètement, je pense que c'est un peu trop difficile de tenir. On a l'impression d'être privé. Oui, surtout qu'au départ, le corps, il va être en manque. En fait, t'as à peu près un petit mois, on va dire, où le corps va vraiment être en manque. Et parce que, ben voilà, c'est un effet, entre guillemets, presque, peut-être pas comme une drogue, mais... addictif malgré tout. Et c'est vrai que moi, le premier mois, j'ai trouvé très difficile, tu vois. Alors, je suis pas allée franco d'un coup, hein. J'ai continué, voilà, avec mon chocolat. Donc, j'ai monté petit à petit le pourcentage de cacao. Je me suis fait quand même quelques petits goûters, avec des gâteaux personnels, avec moins de sucre, tu vois, avec des farines complètes, histoire de me faire plaisir quand même. Et du coup, ça m'a permis de tenir. Et une fois que le premier mois est passé, tout de suite, ça va beaucoup mieux. On a moins cette envie de sucre. C'est beaucoup plus facile et en fait comme tu vois aussi que ça va mieux en termes d'intestin, tu vois, que tu te sens plus en forme, tu dis ah bah ça vaut le coup de continuer, donc ça te motive aussi un peu. Aussi moi je conseille toujours déjà c'est au niveau des boissons, si on boit des choses sucrées, c'est la première chose à enlever parce que ça en fait on se rend pas compte de la quantité mais on en prend une quantité énorme sans s'en rendre compte. Alors, de l'eau, c'est l'idéal, mais si on est habitué à avoir de l'eau avec un peu de goût, ben voilà, on peut rajouter, tu vois, un peu de jus de citron, on peut rajouter, moi, des fois, j'aime bien mettre un peu de gingembre, des infusions, enfin voilà, on peut trouver des choses, en fait, qui sont quand même sympas. Après, ça va être effectivement de faire attention un peu à ces desserts, voilà. Et après, se dire, bon, bah là, une fois qu'on en est là, on va aussi attaquer le petit déjeuner. Ah, le petit déjeuner alors. On a tendance à mettre du pain, à mettre des céréales, à mettre alors pas automatiquement beaucoup de sucre, mais on va quand même rajouter des choses, tu vois, ou même des céréales qui sont sucrées. Et souvent c'est beaucoup trop riche en glucides. Et en gros, le petit déjeuner qui serait idéal, ce serait en fait, il faut qu'il contienne des protéines. Donc idéalement, voilà, ça serait de mettre par exemple des œufs ou éventuellement si on n'est pas très le matin, on peut très bien prendre le jambon, tu vois, des choses comme ça, mais on peut très bien prendre du skyr, tu vois, ou même un yaourt de brebis qui va apporter un peu de protéines. Ensuite, il faut idéalement avoir un peu de bonne graisse pour tenir. Donc, tu vois, des noix, des amandes, ça c'est idéal, même un avocat. Et après, un peu de fibres. Et les fibres, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends juste un fruit le matin.
J'essaie de prendre des fruits plutôt rouges, les baies qui sont très peu sucrés. Mais ça peut être aussi, on peut prendre des kiwis, on peut prendre une orange. La banane, on peut en prendre, mais c'est un fruit qui est assez sucré, donc ce sera peut-être pas celui que je recommanderais le matin. Et si tu veux, une fois que tu as toute cette combinaison-là, et pourtant j'ai pas mis de pain, j'ai pas mis de céréales. Et en fait, tu te rends compte que c'est ça qui est assez impressionnant. Faut le tester. Hein. Et tu te rends compte que t'as pas faim à 10h ni 11h et t'arrives sans problème à tenir jusqu'à midi, même si tu prends ton petit déjeuner à 6h du matin. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis la team petit déjeuner salé. Puis souvent, c'est des œufs brouillés. Des fois, je mets quelques amandes avec une pomme, par exemple. Puis en effet, j'ai pas faim à 10h alors que je le mange vers 7-8h, par exemple. Ça a été difficile de faire cette transition parce qu'au début, je prenais du pain, même si c'était du pain complet. Mais genre, il y avait le côté, si j'enlève ce pain, je vais avoir faim. Genre, comme si c'était le pain qui tenait, comme si ça rassasiait vraiment le matin, en fait. Mais j'ai souvent ce retour, tu vois, des personnes qui me disent, oh là là, mais si je mange pas de céréales ou de pain le matin, je vais pas tenir. Exactement ça. Et je leur ai dit, fais le test. Essaye. Ouais. Parce que moi, au départ aussi, je suis allée sur les flocons d'avoine, parce qu'au départ, mon petit déjeuner, quand j'étais jeune, était une catastrophe. Donc, petit à petit, en vieillissant, tu te dis, allez, je vais quand même aller sur des trucs un peu plus healthy. Alors, tu penses au flocon d'avoine. Alors, c'est pas mauvais, hein, un petit peu de flocon d'avoine. Je pense que ça dépend là aussi d'où on part. Et il existe aussi, moi, je sais que dans mes livres, je propose des fois des pains qui sont très peu riches en glucides, où il y a un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a aussi des graines. Il y a pas mal d'autres choses. Donc, ça peut aussi convenir. Ce qu'il faut, c'est pas en prendre trop en quantité. Tu vois, par exemple, les gens qui aiment bien le pain, je leur dis, tu peux garder une tranche de pain. Essaye de la choisir plutôt complet. Mais au lieu de prendre 3 tranches de pain, à la place, c'est pas en garder juste une, du coup, c'est pas grand chose. Je dis non, tu prends une tranche de pain et tu vas rajouter à la place de tes 2 autres tranches de pain, tu vois, un œuf brouillé ou un demi-avocat ou des amandes, des noisettes, un skyr, enfin, voilà, éventuellement des jambons si on est plutôt salé. Et c'est vrai que c'est pas, en fait, c'est ça qui est génial dans cette alimentation, c'est pas se dire, j'enlève des choses, c'est que je remplace par des choses qui sont mieux, qui vont mieux me rassasier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.